Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Cette semaine, nous avons décidé de consacrer cette émission à l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu scolaire. Celle qui va nous en parler le mieux, c'est Madame Desvignes. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est normal. Bien. Eh bien, écoutez, on va vous suivre. Bien alors Madame Desvignes, je vais vous laisser nous présenter un petit peu ce qu'est à la fois donc le pôle autonomie de la DSE 80 ici à Péronne, et puis après on fera la connaissance de votre collègue Karine qui elle en fait a en charge de justement cette unité externe que nous allons rencontrer tout à l'heure à Roiselle. Alors expliquez-nous un petit peu votre activité ici. Je suis directrice adjointe du pôle autonomie au sein de la DSEA 80, donc pour l'établissement de Péronne, à savoir un IME, un ITEP et un CESAD. Donc ici, c'est une équipe pluridisciplinaire, composée de 70 salariés à peu près. Et puis on accueille environ 90 jeunes qui sont donc accueillis et accompagnés par des psychologues, des éducateurs, des enseignants, une assistante sociale, un infirmier, et puis tout un staff, je dirais, administratif et technique. Et puis donc ici, chaque jeune avance en fonction de son projet personnalisé. Et puis pour chacun, il y a des temps de scolarité. Des temps de scolarité donc soit à l'interne, soit à l'externe, en inclusion scolaire, donc dans un lycée, un collège, une école. Et plus particulièrement, donc là je vais laisser la parole à Madame Mani, chef de service, sur l'UEE, donc qui a été créé au mois de septembre cette année au niveau du collège de Roiselle. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un projet expérimental ? Alors on peut dire effectivement que c'est une unité expérimentale. Elle a été créée, cette unité d'enseignement externalisé, en septembre 2023. Donc 6 enfants ont été repérés à l'Institut médico-éducatif de Péronne, donc à l'IME, pour pouvoir effectivement vivre des temps d'inclusion scolaire dans cet espace de collège, donc le collège de Roiselle plus particulièrement. Qu'est-ce qui va changer pour eux ? Alors, ce qui change pour eux, c'est de pouvoir bénéficier d'une inclusion scolaire chaque jour de la semaine, donc du lundi au vendredi. On accueille ces enfants directement sur les espaces de l'IME. Ils partent avec l'éducatrice et l'enseignant vers le collège et bénéficient donc de temps pédagogiques et éducatifs du lundi au vendredi, avec des prises de repas systématiquement le midi, et puis bénéficient de cette inclusion par le biais des temps de récréation et puis de projets communs qui peuvent effectivement être réalisés en lien avec les programmations qui sont portées par le collège. Et quels sont les objectifs à la sortie de cette période ? Les enfants sont accueillis sur ces espaces de 11 ans à 15 ans. Ça veut dire que dans un premier temps, on a exclusivement des enfants d'âge collège. En sortant de cette unité d'enseignement scolarisé à 15 ans, ces enfants vont réintégrer l'Institut médico-éducatif pour pouvoir effectivement préparer des activités autour de l'apprentissage, mais dans un premier temps pré-apprentissage et apprentissage, puisque effectivement on les accueille jusqu'à 20 ans. On est bien sur des projets individualisés, personnalisés, et chaque enfant donc va être accompagné de manière pluridisciplinaire pour pouvoir effectivement vivre un projet spécifique qui lui appartiendra. J'aime bien cette idée d'inclusion de personnes en situation de handicap dans un établissement justement recevant tout type de public. Mais qui est à l'origine de ce type d'impulsion ? Impulsé donc par l'Éducation nationale, l'AMDPH, l'association gestionnaire, la DSEA 80, et plus spécifiquement par le conseil départemental, dont le président est particulièrement impliqué. Monsieur le Président, merci de nous accorder quelques instants. Expliquez-nous en quoi c'était important justement pour le département de la Somme d'impulser ce type d'inclusion. Parce que c'est précisément les problèmes que les Samariennes et Samariens peuvent rencontrer. Un département, c'est avant tout une collectivité de l'humain.
Et voyez-vous, quand je rencontrais, avant d'être président de ce département, des parents qui étaient en grande détresse, qui n'avaient pas de solution qui leur était proposée, souvent je me disais, mais comment est-ce qu'on pourrait être plus actifs, nous qui sommes en partie responsables de la compétence handicap. Je dis en partie parce que très souvent, d'ailleurs ça fait partie des difficultés que nous pouvons avoir pour bien traiter ces questions, c'est que nous sommes souvent la collectivité de la demi-solution. On est souvent en partenariat avec l'État sur un certain nombre de sujets. Cela étant, c'est pas parce que vous avez une demi-solution qu'il ne faut pas vous saisir de cette demi-solution et qu'il ne faut pas porter une ambition précisément sur ce sujet. Et quand je suis devenu président de département, dès mon élection, le 2 novembre 2020, c'est des dates qu'on retient, j'ai dit c'est notre grande cause départementale, parce que je savais précisément qu'il y avait énormément de travail à faire sur ce sujet, qu'il fallait peut-être porter une nouvelle ambition. Et avec Sophie Cluzel, qui à l'époque était secrétaire d'État en charge du handicap, qui portait aussi, en tant que maman d'une enfant en situation de handicap, la galère qu'elle avait connue. Vous savez, vous parlez d'autant mieux des difficultés lorsque vous avez pu quelquefois les côtoyer. Et moi-même, familialement, j'ai eu à connaître ces situations. Et quand vous les connaissez un peu mieux, vous dites, ça n'est pas normal qu'une collectivité comme la nôtre ne soit pas un peu plus à l'écoute, en tout cas, du terrain. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a signé un accord de méthode avec le gouvernement. On s'est dit, quels sont les sujets qui font sens pour les habitants? Il y a la problématique, naturellement, de l'école. Et c'est vrai que l'école, ici, on est dans un collège, eh bien, c'est extrêmement important que demain, on imagine que l'école de la République puisse accueillir tous les enfants de la République. Ça n'est pas pour ma part normal aujourd'hui qu'il y ait encore une ségrégation entre les enfants au collège et éventuellement dans les IME, les IEM, etc. Et l'idée, ça n'est pas, au contraire, de mettre en opposition l'un avec les autres. C'est bien de faire en sorte que celles et ceux qui sont des spécialistes du handicap, les éducateurs spécialisés, toutes celles et tous ceux qui concourent à l'accueil dans de bonnes conditions, les enseignants spécialisés, ils sont très rares. Ils sont aujourd'hui plutôt dans les IME que dans les collèges. Vous ne croyez pas qu'il serait bien plus utile d'être à disposition d'un plus grand nombre dans des établissements plus importants comme celui-ci? C'est bien l'idée de mettre le médico-social au sein de l'école et pas que ces deux mondes ne se côtoient pas. Et c'est bien l'accord de méthode qu'on avait signé avec Sophie Cluzel, prévoyait cela, avec un déploiement d'abord des unités d'enseignement externalisées, c'est-à-dire qu'on fait sortir des enfants de l'IME pour voir comment ça se passe, comment leurs petits camarades avec eux vont se comporter pendant le temps de la cantine, pendant le temps de la cour de récréation, sur certains nombres de temps scolaires. Mais ça, c'est naturellement une étape. Ça ne peut pas être une fin en soi. L'idée, c'est bien que demain, dans l'école de la République, avec les moyens du médico-social, eh bien que les classes puissent évoluer aussi dans leur façon d'être. Et donc c'est l'ensemble de l'école qui est à reconstruire, en se disant, tous, on peut faire société. On n'a pas à mettre d'un côté des enfants cachés dans les IME qui sont lointains, et des enfants dans un collège qui est ouvert ici dans une commune comme Roiselle. Moi, je ne me lève pas tous les matins en me disant que j'ai raison sur tout. Mais mon obligation de président de département, c'est de mettre le maximum de chances pour faire en sorte que, peut-être, le modèle que nous connaissions évolue. À l'évidence, ce modèle, il ne satisfait pas tout le monde. Et donc, il faut trouver les moyens. Il faut aussi plus d'argent. Moi, je le dirai dans le rapport que je rendrai le moment venu. Oui, il faut des moyens. Il faut des moyens du médico-social. Il faut mieux valoriser aussi ces salariés si importants que sont les AESH, mais aussi les éducateurs spé. Vous savez, c'est une mission quasiment. Il faut que ces gens-là se sentent bien. Les métiers de l'accompagnement social aujourd'hui dans ce pays, il y en a des dizaines de milliers à recruter. C'est pas l'argent qui les recrute. C'est pas parce que vous votez des budgets. Moi, j'ai voté des budgets considérables sur la protection de l'enfance, etc. C'est pas parce que vous avez voté les moyens que vous avez derrière les personnels. Il faut encore que les personnels existent. Et aujourd'hui, on le sait bien, c'est difficile. Alors Madame Desvignes, il y a deux personnes que vous vouliez absolument que l'on rencontre. Ils ont des choses importantes à nous dire. Qui sont ces personnes? Donc ce sont des éducateurs spécialisés en charge spécifiquement de l'accompagnement à la scolarité pour nos jeunes qui sont accueillis donc, dans l'établissement. Bonjour. Bonjour. Quel est justement le rôle d'un éducateur spécialisé?
Alors le rôle de l'éducateur spécialisé au sein d'un dispositif ITEP et d'un IME, c'est de faciliter et promouvoir l'inclusion scolaire des élèves auprès des partenaires éducation nationale et des partenaires plutôt orientés vers les métiers. Notre travail quotidien, c'est l'accompagnement des élèves dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Notre rôle, c'est d'être facilitateur et d'être au plus près des élèves et de leurs difficultés. Justement, en parlant de difficultés, vous avez l'œil professionnel et vous allez pouvoir apporter une aide également aux enseignants qui ne connaissent pas peut-être tous ces troubles. Oui, c'est ça. Alors nous, on a un œil un peu plus expert en fait concernant les troubles 10 ou les TDAH. On sait comment qu'on va intervenir par rapport, par exemple, aux aménagements de la classe. Par exemple, si le jeune a des troubles 10, comment lui faciliter les consignes, c'est-à-dire par le biais du numérique par exemple, ou par le biais d'applications. Donc ça va permettre aux jeunes d'être en alerte et de pouvoir suivre les consignes à sa manière, donc avec un téléphone, avec une oreillette, etc. Donc ça va lui permettre de ne pas perdre de temps et d'être au plus près du travail qui lui est demandé. Eh bien, merci à vous deux, on y voit un peu plus clair maintenant sur justement ce métier d'éducateur spécialisé. Merci de nous avoir accueillis dans votre établissement et de nous avoir éclairé sur justement ce nouveau mode d'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu scolaire. Merci à vous. Voilà, cette émission est à présent terminée et nous on se retrouve la semaine prochaine sur WEO.